La matinale de 19h. Et c'est une émission qui parle de société, de politique, culture alternative. On va aussi parler de sport, de gens dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va peut-être parler des corbeilles à linge Ça va pas s'ennuyer. en osier d'Auvergne. voilà, il y aura des invités. Des sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais... La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir la France, Ilienne. Au programme de cette matinale de 19h, en première partie d'émission, vous êtes étudiant et il vous arrive de faire l'amour ? Eh bien vous êtes concerné par ce sujet. En effet, on reçoit Jeanne Tamarel, doctorante en santé publique, qui veut en savoir plus sur vous et sur votre rapport aux infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia, via son étude iPredict. On en parle dans quelques instants. C'est parti. You've tested positive for chlamydia. That doesn't sound positive. You'll need to contact your previous sexual partners. All of them? No, just the ones you like. Vous venez d'entendre un extrait du premier épisode de Love Sick, série diffusée aujourd'hui sur Netflix où le personnage principal découvre qu'il est atteint d'une chlamydia, maladie sexuellement transmissible, ce qui l'amène à recontacter toutes ses anciennes partenaires, comédie romantique que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Mais passons plutôt à un chiffre pour vraiment commencer cet entretien. 60 à 70% des femmes qui sont touchées par la chlamydia ne le savent pas. C'est une maladie sans symptômes, détectée rapidement, qui semble plutôt facile à soigner à coup d'antibiotiques, mais qui laissé en état peut entraîner de sérieux problèmes. Pour en parler, on accueille Jeanne Tamarel, doctorante en santé publique au laboratoire B2PHI, qui couvre donc la biostatistique, la biomathématique, la pharmacoépidémiologie et les maladies infectieuses en partenariat avec l'INSERM, l'Institut Pasteur et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir Jeanne Tamarel. Bonsoir. Vous êtes aussi chargé donc de l'étude iPredict qui évalue si un dépistage systémique et un traitement des infections génitales à la chlamydia permet de réduire les risques de complications à cette infection. Systématique est disponible sur le site iShare.fr, c'est bien ça ? Exactement, oui. Et bien avec moi pour mener cet entretien, on accueille aussi Bettina de la coordination autant que de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina. Salut Simon. Alors on commence avec une première question assez simple aujourd'hui. Combien d'étudiants sont porteurs de la chlamydia ? Alors, parmi des jeunes généralement d'ailleurs. Oui, alors sur les jeunes, on a 2 études qui nous donnent des chiffres là-dessus. Il y en a une qui est un petit peu ancienne, dont les données datent de 2005, qui indiquait que dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans, 3,6% des femmes étaient touchées et un petit peu moins d'hommes, un peu moins de 3% pour les hommes. Et des études plus récentes, mais qui sont moins représentatives ou disons moins exhaustives, qui indiquerait, donc c'est des données de 2010, qui indiquent plutôt que chez les femmes, ce serait plutôt autour de 8,3%. Cette étude est uniquement chez les femmes. Chez les étudiantes, un peu moins, on est plutôt à... donc étudiantes de 18 à 25 ans, on est à 6,4%. Donc les ça, c'était en 2010. sont plus touchées que les hommes et les étudiants sont plus touchés que le reste de la population. Non, alors les femmes sont plus touchées que les hommes, ça c'est vrai, un petit peu plus. Par contre, les étudiantes sont en moyenne un peu moins touchées que la population générale. D'accord. Et c'est quoi les symptômes de la chlamydia ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. En fait, les chiffres d'infections qui ont des symptômes varient entre 10 et 70%, mais c'est plutôt 10% des filles qui ont des symptômes. Ce qu'on appelle des cervicites. Alors, il faudra vérifier ça auprès de son gynéco, mais c'est des douleurs pendant les rapports, par exemple. C'est des saignements à des moments inattendus, ou des symptômes qui sont assez peu spécifiques en plus de cette infection, parce que c'est des symptômes qu'on retrouve aussi dans d'autres infections. Donc, Et vous dites que les étudiants ne sont pas tant touchés que ça. Pourquoi vous attaquez à essayer de dépister un maximum les étudiants ? Alors en fait, les étudiants sont moins touchés que la population générale de la même tranche d'âge. Par contre, de manière générale, la tranche d'âge 18 à 25 ans est beaucoup plus touchée que toutes les autres tranches d'âge. Donc en fait, les étudiantes sont en tout cas juste moins touchées que les non-étudiantes du même âge. D'accord. Après, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux étudiantes, parce que c'est une tranche d'âge qui quand même est excessivement touchée et aussi qui représente une grosse partie de cette tranche d'âge-là, puisqu'en France, il y a, je pense, plus de la moitié des jeunes de cet âge-là qui font des études. Est-ce qu'on a affaire, selon vous, à un virus qui est particulièrement agressif ?
Alors c'est une bactérie, c'est pas un virus. Oui, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. On parle plutôt d'infection pour parler de la chlamydia ou cette bactérie, c'est le terme qui... On peut parler de la bactérie ou de l'infection qu'elle provoque quand elle est portée. Agressive, ça dépend, on regarde quels critères. On regarde des critères des complications qu'elle peut provoquer. On peut considérer qu'elle est assez agressive. Elle est difficile à combattre. Elle n'est pas très difficile à combattre quand on a un traitement, comme l'a dit tout à l'heure notre compagnon ici. Elle est... Bonsoir. Il y a des antibiotiques qui sont disponibles et qui sont très efficaces. Donc une fois qu'on sait qu'on l'a, il n'y a pas de problème pour le traitement. Le problème, c'est savoir qu'on l'a. Alors vous en parliez un petit peu en début d'interview. Les hommes et les femmes sont concernés de la même façon par la chlamydia ? Alors les deux sont touchés. Les hommes un tout petit peu moins que les femmes, on ne sait pas trop pourquoi. Et par contre, les complications, c'est uniquement chez les femmes. Donc les hommes n'ont pas de complications graves en termes de fertilité. Du coup, eux, le seul problème, c'est qu'ils sont porteurs, quoi. Donc ils peuvent transmettre la bactérie. Donc Bettina, tu allais dire quelque chose d'assez pertinent, j'en suis sûr. Donc ça rend stérile, en fait, la chlamydia. C'est ça l'effet le plus virulent sur la santé, c'est que si ça n'est pas pris à temps, ça rend les femmes stériles, mais pas les hommes. Voilà, en fait, il y a 2 étapes dans les complications. Il y a une première étape qu'on appelle les infections génitales hautes, qui sont des inflammations au niveau de l'endomètre, des trompes utérines. Et donc ça, c'est un stade qui est déjà en soi ennuyeux parce qu'il peut être douloureux. Et au-delà de ça, si ces premières complications ne sont pas traitées, là, effectivement, ça peut évoluer vers des complications plus graves en termes de fertilité, donc, et provoquer ce qu'on appelle de l'infertilité tubaire. C'est un des types d'infertilité. Et combien de temps on a une fois qu'on a déclenché, une fois qu'on a reçu cette bactérie avant que ça devienne vraiment sérieux et qu'on puisse devenir stérile? On a combien de temps pour se soigner en moyenne? Alors c'est justement ça, un peu une des questions majeures de notre étude, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune idée en fait. Ça pourrait être au bout d'1 mois, on commence déjà à avoir les premières complications. Ça pourrait être au bout de 2 ans, 3 ans. D'accord. Donc ça, on ne sait pas du tout. Aucune idée. Et comment s'organisent les traitements actuellement contre la chlamydia ? Une fois qu'on est dépisté, qu'on sait qu'on est dépisté, n'importe quel médecin peut prescrire un traitement antibiotique. C'est soit de l'azithromycine, soit de la doxycycline, ça dépend. C'est le choix du médecin. Et le traitement est très efficace. Donc une fois qu'on a eu un traitement, on est quasiment certain de ne plus avoir la bactérie. Il y a une prévention qui s'organise actuellement, et si oui, est-ce qu'elle est efficace contre la chlamydia pour prévenir de l'existence de la chlamydia ? Alors il y a 2 types de prévention. La prévention en amont de l'infection, c'est inciter les jeunes à se protéger pendant les rapports sexuels notamment, se dépister quand on change de partenaire ou ce genre de choses qui fait qu'au moins on ne transmet pas la bactérie. Et puis il y a un dépistage après, c'est une fois qu'on a l'infection et qu'on ne le sait pas, c'est bien de se dépister parce que ça évite les complications. Donc c'est un peu les 2 stratégies. La première stratégie qui est l'utilisation du préservatif, évidemment, on continue à faire un maximum d'efforts pour promouvoir l'usage du préservatif chez les jeunes. Malgré ça... Protégez-vous les jeunes qui nous écoutent. Voilà. Ce sera donc le message. Et malgré ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins d'utilisation du préservatif et que l'infection est en augmentation aussi. Et c'est pour ça que du coup, vous avez décidé de mener cette étude iPredict. En fait, c'est juste pour... c'est déjà énorme pour imposer un dépistage plus régulier chez les jeunes. C'est ça ? Alors, c'est pas pour l'imposer, c'est pour évaluer si le fait de dépister plus régulièrement permet effectivement d'éviter les complications. Et ça paraît évident. Ouais. Ça paraît évident en première approche. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un dépistage n'est pas forcément efficace. Je vous en citais que quelques-unes, mais par exemple, le temps entre le moment où on est infecté et la complication est extrêmement important pour déterminer quand il faut dépister. Si vous avez les complications qui arrivent à peine quelques mois après l'infection, la probabilité que vous dépistiez pile entre les deux, entre l'infection et la complication, est très faible. Donc par exemple, si vous dépistez tous les 5 ans alors que la complication elle arrive seulement au bout d'1 an, 4 fois sur 5, vous allez tomber, la personne aura déjà eu les complications. Donc là, il n'y a pas d'intérêt de dépister. Donc à votre avis, il faut se dépister tous les combien ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'un des objectifs de cette étude, c'est de déterminer vraiment la durée, le temps entre le moment où on s'infecte et les complications. Parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir recommander une fréquence de dépistage. Et donc ce serait ça la particularité de cette étude par rapport à une autre campagne de dépistage, ce serait donc ces incitations-là sur le dépistage ?
Oui, ça pourrait être un des apports de cette étude-là. Déjà, ce serait d'avoir une idée dans combien de temps est-ce qu'une personne va développer des complications et donc affiner les stratégies de dépistage, les recommandations de dépistage actuelles qui précisent pas du tout de fréquence de dépistage. Les recommandations actuelles, elles parlent d'une population cible par rapport au dépistage, mais elles ne disent pas à quelle fréquence il faut dépister. Ouais. Donc ça pourrait être l'un des apports. Après, il y a d'autres apports qui pourraient être est-ce qu'on va essayer de cibler certaines sous-populations dans notre ensemble ou est-ce qu'on va vraiment dépister tout le monde de manière systématique. Donc c'est un peu ça qu'on essaye d'évaluer. Ouais. Bien, vous restez avec nous, Jeanne Tamarel. On continue de parler donc de l'étude iPredict avec cette pause musicale garantie sans IST. This is not a love song. 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 I'm crossing over. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour dans la matinale, toujours en compagnie de Jeanne Tamarel, doctorante en santé publique et co-responsable de l'étude nationale iPredict qui est disponible sur le site iShare.fr. Alors pendant la pause musicale, on s'est posé la question avec Bettina, pourquoi la campagne de prévention iPredict ne concerne que les femmes ? Pourquoi les hommes ont moins la priorité peut-être sur la question du dépistage ? Sur uniquement les femmes, parce que ce sont les femmes qui peuvent subir les conséquences d'une infection et pour lesquelles les conséquences sont graves. Les hommes n'ont, heureusement pour eux, pas de complications graves en termes de fertilité. Peut-être quelques symptômes assez dont on parlait désagréables, avant. Mais bon, s'ils ont les symptômes, ils iront se faire traiter, mais il n'y a pas de conséquences graves. Du coup, ça ne veut pas dire que les hommes doivent pas se dépister, bien sûr. Mais que pour eux, l'intérêt, il est immédiat pour se débarrasser de l'infection, mais c'est surtout pour éviter de contaminer leur partenaire. Le risque est moindre pour les hommes et du coup, c'est pour ça qu'ils se font moins dépister. Ils ont peut-être tendance à peut-être moins se dépister parce que forcément les complications sont moins graves. Et du coup, nous, notre étude, on l'a focalisée sur les femmes puisqu'on pense qu'elles sont plus concernées et donc plus susceptibles aussi d'aller se faire dépister plus régulièrement puisqu'elles savent que sont directement concernées. Voilà, elles sont directement concernées. Et alors cette étude portera à son terme sur 4000 jeunes femmes. Pour l'instant, vous avez réussi à inclure 600 personnes. Vous les avez trouvées, ces 4000 personnes pour l'instant ? Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez y arriver ? Ça dépend en combien de temps. Pour l'instant, en ce moment, ça marche assez bien. Comment est-ce que vous y prenez pour convaincre les jeunes femmes d'y participer à cette étude ? Qu'est-ce que vous leur donnez comme argument ? Alors c'est difficile parce que participer à une étude, il n'y a pas de bénéfice individuel à participer, c'est du pur altruisme pour les générations futures de jeunes filles. Alors, c'est l'occasion de se faire dépister. C'est aussi l'occasion de se faire dépister, c'est plutôt l'occasion aussi d'être en contact avec des professionnels de santé, parce que pendant 2 ans de participation à l'étude, on sait qu'on a quand même un correspondant qui est là quand même pour nous donner des réponses à nos questions, on peut solliciter les médecins en charge de l'étude. Donc c'est comme ça, pendant 2 ans, il y a un dialogue entre l'équipe médicale et la personne qui a accepté de participer. Il n'y a pas un dialogue permanent, mais il y a la possibilité en tout cas d'avoir ce dialogue si les jeunes filles le souhaitent. Donc c'est pratique. Et qu'est-ce qu'elle vous pose comme question quand ça arrive ? Moi, elle ne me pose pas de questions parce que je ne suis pas dans les salles de consultation, mais le genre de questions qu'elles peuvent poser aux médecins, c'est mieux comprendre l'infection. Elles peuvent vouloir plus d'informations, elles peuvent vouloir savoir où est-ce qu'elles peuvent se faire dépister de manière générale, dans Paris, ailleurs, à Bordeaux, à Nice. L'étude est en place dans 3 métropoles. Plein de questions. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous pensez que ça va se prolonger dans ces termes-là ? Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas y avoir un essoufflement ? Est-ce que... Par rapport à cet objectif, après il y a pas quand même important. C'est ça, 4000 jeunes femmes, c'est un objectif qui n'a pas de deadline, si je puis dire, précise. C'est à partir de, vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas un temps précis. Si, on a des contraintes dans le monde de la recherche et effectivement, le plus tôt on les a, le mieux c'est pour nous. C'est plus facile à gérer et puis après il y a évidemment des questions financières quand on gère une étude, il faut que les choses avancent, quoi. Donc voilà, on a besoin d'un maximum de participation maintenant, le plus tôt possible, et voilà, on croise les doigts, on espère que ça va marcher. Est-ce que vous pensez qu'on soit de manière générale sous-informé sur la chlamydia, ou est-ce que dans les lycées, dans les universités, quand même, on arrive à communiquer un peu dessus ? Est-ce que les jeunes sont au courant ?
Alors moi, mon impression très subjective, c'est effectivement quand on parle de l'étude, je trouve qu'il y a assez peu de personnes qui savent de quoi il s'agit. Et pourtant, tout le monde est contaminé, tout le monde a déjà eu cette chlamydia presque, enfin je veux dire autour de nous. Ouais, en fait, en général, ceux qui savent, c'est qu'ils ont été dépistés et qui, du coup, ils ont demandé à leur médecin ce que c'était. Donc, je dirais pas qu'en général, ceux qui savent, c'est une mauvaise nouvelle. Après, il y a évidemment pas de honte à avoir eu l'infection. Comme on dit, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'infection et voilà, c'est pas du tout rédhibitoire. Et comment est-ce qu'on pourrait réussir, selon vous, à systématiser le dépistage ? Comme par exemple le cancer du sein, il y a eu plein de campagnes. Les gens, j'ai l'impression que les femmes vont plus se faire dépister pour le cancer du sein qu'elles ne le feraient pour la chlamydia. Est-ce qu'il faut le rendre, je sais pas, obligatoire ? Est-ce qu'il faut que ce soit encadré par les lycées, par le planning familial, par... La première question, c'est de savoir si un dépistage systématique, comme celui du cancer du sein par exemple, est déjà souhaitable. Au regard des données scientifiques, on n'est pas certain qu'il faille dépister tout le monde, tout le temps. Donc voilà, il faut aussi déterminer, est-ce qu'il n'y a pas plutôt des populations cibles parce qu'elles sont plus affectées ? À quelle fréquence il faut le faire ? Ça, c'est des questions dont on a parlé juste avant. Donc déjà, se poser ces questions-là. En savoir plus, sur l'infection, ça c'est vraiment essentiel pour mettre en place un dépistage qui tienne la route. Et après, si un dépistage systématique devait être mis en place, alors effectivement, là, c'est compliqué. Il y a d'autres stratégies aujourd'hui qui existent, par exemple pour les frottis, pour le dépistage du papillomavirus humain, où là, les jeunes filles, on leur envoie des courriers pour leur rappeler de se faire dépister tous les 3 ans, etc. Donc ça pourrait prendre cette forme-là, ça pourrait passer par les universités, justement. C'est pour ça qu'on travaille aussi dans les universités, c'est que c'est un partenaire essentiel et dont l'importance en termes de prévention va augmenter dans les années qui viennent, on pense. Donc ça peut être aussi une manière d'inciter les jeunes à se dépister. Et pourquoi seulement se limiter peut-être que c'est juste pour l'instant, vous n'avez que des partenaires avec des universités, mais vous comptez aussi les agrandir vers les collèges, éventuellement les lycées ? Sur cette prévention-là, sur la chlamydia, j'ai pas l'impression que ce soit donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une IST qui n'est pas très connue. Alors sur les stratégies sur les stratégies de prévention, ça c'est pas nous qui décidons, hein, c'est au niveau national, c'est les institutions qui se chargent de ça. Alors ce qu'elles ont prévu de faire, je sais pas. Nous, dans notre étude, on s'est limité à cette population-là étudiante parce qu'AEPREDICT est une sous-étude de iShare, qui est une étude plus globale sur la santé des étudiants. Donc nous, on était limité de ce fait-là que iPredict a été construite dans iShare. Structurellement, il fallait parler des étudiants de cette tranche d'âge-là. Oui. Voilà, aux étudiants. Nous, notre étude ne va probablement pas s'élargir sur ces critères-là, mais d'autres de futures études pourraient être mises en place. Est-ce que vous pensez que cette étude puisse servir à alerter les institutions nationales ? Est-ce que c'est l'ambition de l'étude aussi ? Oui, c'est même, c'est depuis le début en fait, il y a eu un dialogue permanent avec notamment la Haute Autorité de Santé. C'est eux qui émettent les recommandations de dépistage. Ils sont au courant de l'essai, ils savent le genre d'informations qu'on peut fournir. Est-ce qu'ils vous soutiennent ? Est-ce que vous voyez des signes, c'est ça, de soutien ? Oui, ils nous mentionnent. Ils mentionnent que l'étude est en cours et qu'elle pourrait permettre d'apporter des réponses, donc c'est déjà bien. Ils les mentionnent dans quel contexte, notamment cette autorité-là Actuellement, par exemple, là, il y a quelques jours, il y a eu des articles pour dire justement que les recommandations avaient été un petit peu modifiées par rapport à celles qui dataient de 2003. Et dans ces recommandations, ils font référence à l'étude. Donc voilà. Et alors, est-ce qu'on pourrait juste faire le point sur les conclusions de l'étude, s'il y en a déjà ? Est-ce que c'est un peu trop tôt ? Enfin, c'est quoi les conclusions de cette étude aujourd'hui pour l'instant ? Pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a pas encore de résultats là-dessus. Et ce sera pour quand alors les conclusions alors, je crois que à venir on vous réinvitera pour avoir... C'est ça, la deuxième partie de cette interview. Le rapport final, je crois, est prévu pour 2021, quelque chose comme ça. Donc... ça paraît encore loin. C'est tentant c'est ça. Mais ça va vous permettre aussi d'atteindre cet objectif de 4000 femmes. C'est aussi celui-là, ce délai-là, il est pour 2021 aussi, ou il faut quand même que... Alors normalement, il faut les recruter avant. Mieux vaut. Normalement, si on les recrute avant, sachant que toutes les femmes ont un suivi entre 18 et 24 mois,
en 2021, on est censé avoir fini le suivi. Donc idéalement, il faut plutôt les avoir avant 2019-2020. Et à qui vont s'adresser ces conclusions? Plutôt au corps médical, plutôt aux institutions nationales ou directement aux jeunes? Pourquoi pas les trois? Chacun peut trouver des informations qui lui paraissent pertinentes à son niveau. Est-ce que ce sera lisible pour des gens qui n'ont pas fait des études de médecine, par exemple? On veut dire, est-ce que la science est compréhensible par le grand public? Oui, on essaye de faire des efforts de vulgarisation. Voilà, on fait des efforts de vulgarisation. Des schémas. On vient à la radio pour en parler, si besoin. C'est déjà un bon début, effectivement. Est-ce que vous vous rendez dans des établissements scolaires, dans des facs? Alors dans les facultés, on y travaille, effectivement, on y est en permanence, donc on est amené en permanence à discuter avec les étudiants, les professeurs, etc. Dans les collèges, non, c'est plus compliqué, disons. Il y a aussi un contrôle par l'éducation nationale des intervenants, etc., donc c'est normal. Voilà, après, nous, dans notre étude, c'est vrai qu'on s'intéresse pas à la population des moins de 18 ans, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi à l'avenir. Il y a éventuellement d'autres institutions, d'autres domaines d'études qui pourraient s'en charger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, pourquoi pas. Et alors, une dernière question, Bettina. Comment est-ce qu'on s'y prend exactement pour participer à cette étude? C'est quoi les étapes par lesquelles passent les jeunes femmes qui acceptent de participer à l'étude iPredict? Alors, c'est très très simple. Déjà, c'est un petit mail. Un mail pour informer nos sages-femmes que vous souhaitez participer. Donc, les adresses e-mail, c'est très simple. C'est i-predict@uvsq.fr pour l'Île-de-France, u-bordeaux.fr pour Bordeaux et unis.fr pour Nice. C'est plutôt cohérent, jusque-là. C'est quand même assez simple. Suite à ça, vous avez donc une sage-femme qui répond, qui donne un rendez-vous pour une visite initiale. À la visite initiale, elle explique un peu en quoi va consister l'étude. Il y a un premier autoprélèvement vaginal qui est réalisé. Et ça se passe où, pardon? Alors, c'est dans les services de médecine préventive des universités. Donc, c'est au sein des universités. Donc, de Paris, Bordeaux et Nice. Voilà. D'accord. Donc, il y a une visite initiale, un autoprélèvement vaginal. Et puis, il y a aussi des questionnaires à remplir. Et puis après, c'est très simple parce que l'étude dure certes 18 à 24 mois, mais en fait, à 6, 12 et 18 mois, la jeune fille reçoit son petit autoprélèvement à domicile dans une enveloppe sobre. Et elle le renvoie après l'avoir fait et elle remplit juste après un questionnaire sur Internet, donc aux mêmes échéances, donc à 6, 12 et 18 mois. Et à la fin, il y a une visite finale entre 18 et 24 mois chez un gynécologue pour un bilan gynéco complet. Voilà, pour vérifier que tout va bien. C'est gratuit et c'est même mieux que gratuit, vous êtes payé pour participer puisqu'on vous offre 2 cartes cadeaux de 20 €, une au début pour la visite initiale et une pour la visite finale. Eh bien, vous êtes quand même récompensé pour cette... Pour Bettina, tu avais quelque chose à dire. Est-ce que c'est anonyme? C'est pas anonyme, puisqu'il faut quand même qu'on envoie les prélèvements au domicile, mais c'est hyper confidentiel. Donc on a évidemment une autorisation de la CNIL. On a une autorisation de la CNIL pour toutes les données qu'on a, et voilà, c'est verrouillé en termes de sécurité des données. D'accord. Eh bien, vous êtes récompensé confidentiellement. On vous invite donc à aller consulter déjà les prémices de cette étude iPredict. Merci beaucoup, Jeanne Tamarel, d'avoir été au micro de la matinale de 19h pour parler donc de cette étude iPredict. Je rappelle qu'on peut la retrouver donc sur le site i-share.fr. La matinale de 19h continue. À tout de suite. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.